Ça, ce ne sont pas encore les fascias. Je crois plutôt qu'on est en train de tailler dans le lard. Ah, là on voit des fibres. C'est élastique et assez résistant. C'est assez solide, oui. C'est fou, regarde. La chair est comme enveloppée des deux côtés. Ça pourrait bien être nos fascias. Un système de tissu fibreux constitué de bandes et organisé en réseaux. Élastique, résistant et fluide. Les fascias sont présents dans tout notre corps. Ils enveloppent et relient notre peau, nos os, nos muscles et nos organes. Salut, Adriane et moi allons jouer aujourd'hui aux étudiants en médecine. Au programme, la dissection d'une cuisse de porc, une première pour nous. J'avoue que ce n'est pas très appétissant, mais c'est fascinant, car cela va nous permettre de voir comment un tissu conjonctif est structuré. L'hôpital de la Charité à Berlin nous a gentiment mis cette table de dissection à disposition pour notre petite opération. Toute la question est maintenant de savoir ce qui, dans ce que nous avons dégagé, correspond aux fascias. La réponse, tout à l'heure avec un spécialiste. Autrefois, la médecine faisait peu de cas des fascias, mais les choses ont bien changé. Désormais, les fascias sont sous les feux des projecteurs et intéressent de plus en plus les scientifiques. Et moi aussi, soit dit en passant. Regarde, j'ai presque tout dégagé. Aujourd'hui, nous souhaitons faire le point sur la recherche dans ce domaine. Où en est la science et surtout, quelles fonctions remplissent exactement ces fameux fascias? Les fascias font partie du tissu conjonctif. Ils sont situés directement sous la peau et plus profondément. On estime que chez un adulte, l'ensemble de ces membranes blanchâtres pèse une vingtaine de kilos. Pendant des siècles, les fascias ont été ignorés et leur importance sous-estimée. Chirurgien spécialiste de la main, le docteur Jean-Claude Guimberteau en a livré les premières images. Quand vous faites de la chirurgie tous les jours sur les systèmes de glissement, vous observez le tissu conjonctif. Mais comment fonctionne le tissu conjonctif? Voilà une question à laquelle jamais personne n'a répondu. Et comme je voulais développer un système de reconstruction des tendons, faisant appel à ce système de glissement, j'ai essayé de comprendre. À l'Institut Aquitain de la main de Bordeaux, le docteur Guimberteau révèle le monde méconnu des fascias. Avec une minuscule caméra, il filme le tissu conjonctif dans des corps vivants. Ces images ont révolutionné la science et notre connaissance des fascias. Vous voyez, voilà les fibres d'organisation. C'est apparemment chaotique comme organisation, mais c'est un chaos apparent. C'est certainement pas un carreau, puisque le résultat, c'est quand même la vie. Donc l'efficience parfaite. C'est-à-dire que grâce aux travaux sur les fascias, on va avoir petit à petit des perceptions de l'anatomie et de nos organisations architecturales qui seront nouvelles et qui ouvriront bien évidemment des thérapeutiques nouvelles. Regardez comme c'est beau, vous voyez? Ces images donnent à voir la variété de formes et de couleurs de ces structures tissulaires en mouvement permanent. À quel ordre obéit ce gigantesque réseau en apparence chaotique? Quel sens et quelles fonctions ont les fascias? La recherche internationale tente peu à peu de venir à bout de cette énigme. À l'université de Padoue, Carla Stecco, professeure d'anatomie, est l'une des spécialistes du sujet. Voici ce qui correspond aux fascias pour les chirurgiens. Il s'agit d'un tissu conjonctif lâche qui me permet de glisser d'un niveau à un autre. Comme vous le constatez, c'est une structure extrêmement fluide qui peut se déplacer très facilement. Vous voyez comme je peux entrer à l'intérieur? Les fascias sont composés d'eau, de protéoglycanes et de tissus. Regardez comme c'est beau. Au début, je n'y comprenais rien. Lors des premières dissections, tout me semblait confus. Je n'arrivais pas à me faire une image claire.
Puis, progressivement, j'ai compris comment visualiser le fascia et ce qu'il fallait chercher. Depuis, c'est assez limpide. Je sais ce qu'est le fascia. C'est ce que j'ai voulu montrer dans mon atlas. Dans cet atlas, les fascias sont pour la première fois systématiquement répertoriés pour l'ensemble du corps humain. Henrik Lexie est médecin orthopédiste, ostéopathe et spécialiste du sport. Lui aussi se consacre à la recherche sur les fascias. Dans les salles de l'Institut d'anatomie de l'hôpital berlinois de la Charité, il donne des cours aux étudiants en médecine. Adrian veut observer en sa compagnie le tissu facial de plus près. Voilà jusqu'où Émilie et moi sommes allés. Je pose maintenant la question aux spécialistes. Où sont les fascias dans tout ça? Pour nous, ces tissus y ressemblent beaucoup. Bien vu. Et félicitations, vous avez fait du beau travail, c'est très bien. Merci. La peau est bien préparée. Ici, on voit les petits vaisseaux sanguins à l'intérieur de la peau. Ce que vous avez réussi à dégager, ce sont d'une part les muscles et d'autre part, ce qui est au-dessus, les fascias. De son côté, Émilie a préparé une expérience afin d'étudier les propriétés de la matière qui compose principalement nos fascias. Elle a plongé un œuf dans du vinaigre. Au bout de 24 heures, sa coquille calcaire est entièrement dissoute. Apparaît alors une fine membrane de collagène, enveloppe naturelle de l'œuf, qui est similaire aux fascias de nos muscles et de nos organes. Pour comprendre les propriétés de cette matière collagène et le rôle des fascias dans le corps humain, Émilie a fait appel à Nikolai Kram. Ce kinésiologue-chercheur mène justement des études sur les fascias à l'Université technique de Chemnitz. Alors Nikolai, avec cette expérience, nous allons en apprendre plus sur le collagène et comprendre de quoi sont faits nos fascias. C'est pareil chez nous? Nos fascias sont aussi souples? Oui, c'est une très bonne façon de se représenter le corps humain. Il y a une fine couche composée entre autres de collagène qui entoure nos organes. Nos enveloppes musculaires sont également composées de ce tissu conjonctif, de ces protéines de structure. C'est ce qui rend l'ensemble élastique et solide. Effectivement, c'est à la fois élastique et solide. Mais j'ai quand même peur que ça casse. Bon, je me lance. Je vais jouer un peu avec. Tu peux tout à fait le faire tomber de quelques centimètres au-dessus de la table. Vraiment? Oui. C'est vrai. C'est un peu comme une balle. Waouh. Encore une fois? Ce que nous voyons très bien, c'est que les fascias sont ancrés très profondément dans les muscles. Ils forment ensemble une unité fonctionnelle. Je dis ça d'expérience. Quand on cuisine, on se demande toujours s'il faut enlever cette membrane ou pas. Et le fait est qu'on n'y arrive jamais. Exact. Pourquoi n'arrive-t-on pas à séparer ces deux éléments? Parce qu'il s'agit d'une unité fonctionnelle. On parle de système, en l'occurrence de système myofacial. Myo voulant dire muscle. Du point de vue fonctionnel, ces deux structures sont indissociables. Émilie et moi avions l'impression, en pratiquant cette dissection, que tout est comme enveloppé. Tenez, ici aussi c'est un peu fibreux. Est-ce que nous avons toujours affaire aux fascias? Oui, dans cette zone aussi, nous avons affaire aux fascias, et notamment au tissu conjonctif dit lâche. Le professeur Guimberteau l'a bien montré dans ses travaux. Ce tissu conjonctif se trouve aussi entre les couches musculaires et assure une certaine continuité. Autrement dit, ces structures sont reliées les unes aux autres et du point de vue fonctionnel, elles sont à considérer en tant qu'entité, sans pour autant être dénuées d'une certaine capacité de glissement. C'est ce que je redoutais. Mais cela va nous permettre d'examiner de plus près cette membrane de collagène. Elle doit rester résistante, solide, mais aussi élastique. Quelles sont ses autres propriétés? On peut faire le test. Si on tire dessus, on s'aperçoit qu'elle est extrêmement résistante à la traction. C'est vrai. Elle est aussi très dense. Et malgré tout, elle est extraordinairement fine. Cela résume bien les propriétés particulières du tissu conjonctif. Bien qu'il soit très fin, il est aussi très résistant, si tant est qu'on le manipule correctement, du fait des protéines de structure présentes dans l'œuf ou dans la membrane.
J'ai beau tirer dessus, elle ne se déchire pas. Tout à fait. Cela est surtout dû au collagène. Il rend le tissu conjonctif extrêmement résistant à la traction, presque indéchirable. Et plus l'orientation du collagène est bonne au sein du tissu conjonctif, plus ce dernier est résistant. Je vais retourner notre jambon dans l'autre sens. Il pèse son poids. Avec Émilie, on ne s'est pas attaqué à la partie supérieure. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ça, pour autant que je sache, c'est un os, non? Il s'agit de la partie inférieure de la colonne vertébrale du porc. On distingue ici la colonne vertébrale sectionnée ainsi que les restes du disque intervertébral. On voit aussi la puissante musculature autour de cette colonne vertébrale. Et la colonne est elle aussi enveloppée dans des fascias. Elle aussi est effectivement enveloppée dans des muscles et des fascias. Chez l'homme, c'est pareil. Environ 80% de la stabilité du dos est assurée dans cette partie par les muscles et les fascias. Les os sont très importants, les disques intervertébraux aussi, mais ils ne suffisent pas à eux seuls à stabiliser le dos. Sur cette préparation anatomique, on voit parfaitement au milieu la colonne vertébrale avec le disque intervertébral. Et quand on regarde de plus près, on voit que même entre les muscles, il y a toujours des fascias, comme ici par exemple. C'est ce qui permet de stabiliser la colonne vertébrale. Ce tissu contient une quantité d'eau relativement importante. C'est ce qu'on appelle la substance de base. C'est-à-dire que ce tissu conjonctif a la capacité de retenir l'eau. Il contient entre autres une protéine appelée acide hyaluronique, qui est utilisée en cosmétique pour affermir la peau. Cette protéine est capable de retenir beaucoup d'eau. Nous en avons nous-mêmes de grandes quantités dans notre tissu conjonctif. Mais comme nous avons vu, il peut se rompre. Tout à fait. C'est pareil pour nous? Notre enveloppe faciale peut-elle se déchirer? Oui, bien sûr. Prenez par exemple un sprinter qui, en courant, se fait une déchirure musculaire. Ce n'est pas seulement le tissu musculaire qui se déchire, mais également le tissu conjonctif qui l'entoure. Il peut arriver que la résistance du tissu conjonctif entourant les muscles soit trop sollicitée. Et dans ce cas, nous pouvons nous blesser. Comment les blessures surviennent dans le tissu conjonctif et se réparent, c'est sur quoi travaille une équipe autour du docteur Werner Klingler à l'hôpital de Günzburg. Les chercheurs étudient l'organisation des fascias et leurs multiples fonctions. Les fascias sont constitués de fibroblastes entourés d'une matrice. Les fibroblastes sont les cellules du tissu conjonctif. Ils produisent les précieuses fibres de collagène, le composant principal de la matrice. C'est notamment grâce à ces fibres qu'une plaie ouverte peut se refermer. Que se passe-t-il dans le tissu conjonctif en cas de blessure plus importante? Quelles sont les conséquences en cas d'immobilisation prolongée d'un patient? Le docteur Klingler et ses collègues ont observé les changements à l'œuvre dans le tissu conjonctif d'un bras plâtré après une blessure. L'image A, à gauche, montre un tissu conjonctif sain et intact, avant que le bras soit plâtré. L'image B a été prise après 3 semaines de plâtre. La structure est comme emmêlée. Le manque d'activité physique entraîne une prolifération des structures conjonctives et de ce fait, une perte fonctionnelle. C'est l'enseignement principal que nous avons tiré de nos recherches. Cela signifie que l'activité physique est indispensable pour maintenir nos fascias en forme. La sédentarité et les mauvaises postures peuvent enraidir les fascias au point que les nerfs et les muscles finissent par se coincer. Conséquences possibles, douleurs et perte de mobilité. Je vais maintenant voir avec Nikolai comment on peut entraîner ses fascias chez soi. Tu as apporté quelques accessoires. Oui, j'ai apporté des rouleaux en mousse dure, bien connus du grand public, et que l'on peut utiliser pour les automassages. J'en ai un à la maison. Mais je dois avouer que je ne m'en suis servi que 2 fois. C'est très à la mode, mais je ne sais pas comment l'utiliser. L'idée est d'assouplir son tissu conjonctif, c'est-à-dire ses fascias et ses muscles, et aussi de provoquer un état de détente. Ok. Nous pouvons essayer ensemble. J'ai également apporté un appareil de mesure de notre laboratoire. Comme ça, nous pourrons voir si nous arrivons à assouplir tes muscles.
Je suis curieux de voir jusqu'à quel point je suis proche du cochon. Après nous être penchés sur les fascias du porc, le professeur Lexi va examiner ceux de ma jambe. Rassurez-moi, moi aussi j'ai des fascias. Oui, on les voit très bien à l'échographie. Je suis en train de mesurer les fascias des muscles de votre mollet droit. Nous en aurons ainsi un bel aperçu. Évidemment, les modèles de mouvement de l'homme diffèrent de ceux de l'animal. Il n'en demeure pas moins que de nombreux principes, pour ainsi dire, sont identiques chez l'homme et chez l'animal. On a par conséquent tous quelque chose en nous du cochon, en tout cas du point de vue de la structure du tissu conjonctif. Est-ce que je dois me mettre dans une certaine position? Ne bougez pas, je mesure les deux côtés, de sorte que vous puissiez bien voir votre mollet. Ok. Vous allez maintenant fléchir le pied vers le haut, puis vers le bas, comme si vous appuyiez sur une pédale d'accélérateur. Ça, je sais faire. Très bien. Ok, j'ai terminé. Alors, ça donne quoi? Comme valeur de comparaison, on a une résistance du tissu de 0,63 newtons par millimètre. C'est bien? C'est relativement élastique. On va s'en servir pour effectuer une comparaison avant-après. On verra si la valeur que tu obtiens ensuite est plus basse ou si elle reste stable. Je ne trouve pas ça particulièrement agréable. Non, au début, ça ne l'est pas. Vas-y, encore 5 secondes. Si tu t'entraînes régulièrement, ça deviendra plus agréable. Bien, tu peux t'arrêter. Est-ce qu'on peut se faire mal? Je dirais que oui. Dans le cas de certains tableaux cliniques, ces exercices sont contre-indiqués. Si on a de l'ostéoporose, par exemple, il est plutôt déconseillé de faire passer son corps sur ce genre de rouleau, parce que les os sont déjà fragilisés. Même chose en cas de blessure aiguë, d'inflammation, de rougeur ou de gonflement. Il ne faut jamais masser les endroits concernés, parce que cela risque d'endommager encore davantage le tissu conjonctif, plutôt que de le soulager. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? J'ai enregistré une séquence vidéo dans laquelle vous pouvez voir combien le tissu est élastique. J'ai appuyé sur le tissu avec la tête à ultrasons. Ah oui, je m'en suis aperçu quand vous avez appuyé. J'ai exercé une pression sur le tissu de sorte que l'on puisse évaluer le degré d'élasticité à l'intérieur de l'ensemble. Comme vous le voyez, nous pouvons appuyer sur les muscles et les fascias comme si nous pressions une éponge pour en extraire l'eau qu'elle contient. Et quand nous relâchons cette pression, l'ensemble revient à sa position initiale. Les structures blanches ici doivent vous rappeler quelque chose, car elles sont aussi présentes dans la cuisse de porc. Ce sont des parties de fascia situées entre les fibres musculaires. Oui, c'est ce que je m'apprêtais à dire. Ça ressemble à ce que j'ai vu tout à l'heure. Laissez-moi y jeter un œil. Là-haut, c'est la peau. Oui, la couche supérieure correspond à la peau. Et cette ligne blanche? C'est le fascia supérieur. Nous n'avons pas un seul fascia, mais plusieurs couches de fascia. En fin de compte, c'est un peu comme le tissu d'une toile d'araignée. Il ne s'étend pas linéairement d'une extrémité à une autre, mais se déploie sur 3 dimensions, aussi bien en profondeur qu'en surface. De cette façon, il relie non seulement 2 extrémités, mais aussi les structures profondes entre les fibres. Il y a donc une interaction complexe entre les 2 structures. C'est agréable. Encore une fois vers l'intérieur. Ça me fait vraiment l'effet d'un massage, ça détend. Les scientifiques ont encore du mal à mesurer les effets éventuels de ces massages sur les fascias. Cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Seulement, à l'heure actuelle, il est très difficile de tirer des conclusions. Mais que disent les études? Ça a déjà fait l'objet de recherches, non? Les connaissances scientifiques sont encore très lacunaires. Et aucune étude n'a pu encore prouver qu'avec ce genre d'exercice, nous entraînons nos fascias et qu'ils s'assouplissent. Mais alors à quoi ça sert? Pourquoi faire ces exercices si vous n'êtes pas convaincu que ça entraîne les fascias? L'enjeu est de faire le point sur l'état de la science. Ok. De mon point de vue, il est important de relativiser tout ça et de faire comprendre que la science a encore de grandes difficultés à déterminer comment entraîner au mieux nos tissus conjonctifs, nos fascias. Eh bien, regardons si ça a eu des effets sur moi. D'accord. Si les fascias sont si importants que ça, que peut-on faire hormis les exercices physiques? Je pense à l'alimentation. Quel facteur joue un rôle? Le tabac, l'alcool? Est-ce que cela a une influence?
Il n'existe hélas que quelques études isolées sur l'alimentation et le fonctionnement des fascias. Nous savons par exemple qu'au niveau de la coiffe des rotateurs de l'épaule, le tabagisme entraîne la destruction des fibres élastiques. Il semblerait donc que l'alimentation et le tabac, et probablement d'autres facteurs, jouent effectivement un rôle en modifiant la composition du tissu. Ok. Alors, Nous avons une valeur de 0,97 newton par millimètre contre une valeur de 0,63 newton par millimètre tout à l'heure. Tu étais donc plutôt enraidi au niveau du mollet. Pourquoi la valeur a-t-elle augmenté? On ne peut émettre que des hypothèses. Ton mollet s'est peut-être contracté de façon réflexe parce que le stimulus était inhabituel. Une sorte de réaction de protection. Ce serait une explication. ce que j'en conclus, c'est que je peux continuer à pratiquer le yoga et que je peux aussi remiser mon rouleau de massage au placard. Parce que visiblement, je peux m'entraîner sans cet accessoire. Ce qui est mauvais pour le tissu conjonctif, c'est le manque d'activité physique. On sait qu'en sautant à la corde, par exemple, on effectue des mouvements réactifs élastiques bénéfiques pour le tissu conjonctif, parce que celui-ci est plus fortement sollicité en extension. On peut donc ressortir la corde à sauter de son enfance et faire des exercices à la maison. Je prends volontiers ce conseil. Merci beaucoup. Je t'en prie. À Francfort, Jan Wilke, spécialiste du sport, veut vérifier ce que de nombreux kinésithérapeutes affirment. Le système facial formerait une sorte de chaîne anatomique qui serait constituée de multiples lignes et traverserait tout le corps. Ça a été une grande surprise de constater qu'il n'existait qu'une seule hypothèse, que l'on ne travaillait qu'avec un seul et unique modèle. Et je pense, quitte à passer pour un hérétique, que l'on a tendance à beaucoup fantasmer autour de cette thérapie. L'objectif est donc de découvrir si elle fonctionne réellement. Si après une manipulation, on modifie vraiment les fascias, ou si ce n'est qu'une impression. Le spécialiste du sport teste 6 de ces lignes, en se concentrant particulièrement sur celle du dos. La ligne pour laquelle existent les données les plus probantes est la ligne dorsale superficielle. C'est également celle que nous étudions principalement dans le cadre de nos études de recherche appliquée. Cette ligne passe par les muscles extenseurs du dos, de part et d'autre de la colonne vertébrale, le ligament sacrotubéral, puis se prolonge jusqu'à l'extrémité inférieure de la jambe, c'est-à-dire l'arrière de la cuisse, le muscle du mollet avec le tendon d'Achille, et pour finir le fascia plantaire au niveau de la plante du pied. Pour prouver l'existence de la ligne dorsale, Jan Wilke mène une série d'expériences. Si l'on bouge la cheville, le fascia situé sur l'arrière de la cuisse devrait, selon toute hypothèse, lui aussi bouger. Et effectivement, l'examen échographique montre un léger glissement du fascia. Nos premiers résultats semblent en effet indiquer que si je fais bouger quelque chose dans la partie inférieure, en l'occurrence si j'étire le muscle du mollet, un effet de traction se produit au niveau du muscle de l'arrière de la cuisse. La deuxième expérience est encore plus importante. Il s'agit maintenant de démontrer une connexion faciale entre la colonne cervicale et la jambe. On commence par tester la mobilité de la colonne cervicale, puis on étire la jambe. Quels effets a cet étirement sur la colonne cervicale? Voici les valeurs médianes des 5 mobilisations que nous venons d'effectuer. La mobilité totale, basée sur ces 5 essais, est de 108 degrés, soit 4 degrés de plus que lors du test précédent. Après l'étirement des muscles de la jambe, la mobilité s'est donc améliorée. Nous avons une amélioration de la flexion et de l'extension de la tête au niveau de la colonne cervicale. Il existe donc peut-être bien un effet mécanique de transmission au sein du tissu facial. La recherche n'en a pas fini avec les fascias. Dis-moi, tu t'ennuies ou tu fais ça pour les fascias? Pour mes fascias, bien sûr. Comme l'efficacité des rouleaux de massage n'a pas encore été prouvée scientifiquement, j'ai opté pour la corde à sauter. 5 minutes par jour, c'est ce qui est conseillé. Mes mollets sont ravis. La règle d'or, c'est de faire de l'exercice. Allez, au revoir.
Salut, à la prochaine. Tu veux essayer? Pourquoi pas? J'en ai pas fait depuis une éternité. Oh zut. Elle est trop courte. Dommage. Évidemment.